Laurent, comme tu le fais chaque semaine, tu nous éclaires sur un cartel auquel on est confronté au quotidien, parfois peut-être sans le savoir. Aujourd'hui, tu voulais nous parler des tramways à Montréal. On recule pas mal dans le temps, là. Oui, c'est ça, ça va être un petit topo historique. Je sais pas si tu le sais, Julien, peut-être que ça paraît dans mes chroniques, mais j'ai étudié en urbanisme, puis j'ai trouvé ça fascinant de voir que, en fait, historiquement, Montréal s'est construite autour de lignes de tramway très vastes, là, qui allaient jusqu'à Huntsic, jusqu'à Mercier dans l'Est, dont il reste presque aucune trace aujourd'hui, sauf des fois quand il y a des affaissements de chaussée. Oui. Ou Puis des c'est gros le nids de cas poules. aussi de plein d'autres métropoles nord-américaines, même Los Angeles, qu'on associe aujourd'hui à l'auto partout, est en fait une ville du tramway. Donc j'ai essayé de comprendre, mais comment est-ce que ça fait qu'aujourd'hui on ne voit plus cet effet-là sur nos villes? Puis c'est une histoire très intéressante qui en fait a fait l'objet d'un film. Je sais pas si tu as vu Who Framed Roger Rabbit, le film avec des acteurs humains et Non, des bandes dessinées. j'en ai vu des extraits, disons. C'est un classique, là, fin des années 80, Oui. mais c'est une histoire vraie. En fait, il y a eu un cartel, une tentative monopolistique au début, en fait, première moitié du 20e siècle, où des millionnaires des entreprises ont racheté des tramways pour faire de la place pour des lignes de bus et éventuellement des autoroutes. Donc, il faut comprendre qu'au début des années 1900, les tramways électriques, c'était la forme de transport majoritaire. On ne parlait pas encore de l'automobile, on ne parlait pas non plus du moteur à combustion. Il y a eu un essoufflement des tramways vers les années 30, qui était déjà un contexte un peu plus difficile avec la dépression, les infrastructures en moins bon état, et puis par la suite l'augmentation de la popularité de la voiture. Mais ce qui a vraiment, puis ça, plusieurs historiens s'entendent là-dessus, ce qui aurait vraiment achevé le tramway comme forme de transport urbain, c'est une collaboration directe entre un paquet d'entreprises de tous les domaines du transport motorisé. On parle de General Motors, on parle de Firestone, la compagnie de pneus, Standard Oil et Phillips Petroleum, des compagnies de pétrole, qui se sont associés pour créer une compagnie d'autobus dont la mission c'était d'acheter des lignes de tramway et les remplacer par des lignes d'autobus. Ce qui permettait de paver la voie, dans tous les sens du terme, à l'auto Exactement. individuelle éventuellement. Oui, parce qu'au début, on voyait ça comme un avantage, mais très rapidement, les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le même niveau de service qu'avec les tramways. Et donc, une insatisfaction a commencé à augmenter, puis les gens ont rapidement transféré vers l'automobile. En 11 ans, entre 1936 et 1947, ils ont acheté 46 réseaux de transport aux États-Unis, dans 45 villes. Évidemment, c'est pas toutes les villes. Ils n'ont pas acheté... À Montréal, on est un peu arrivé dans la foulée de ça. Ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment changé la dynamique puis la perspective sur le transport urbain. En 10 ans, la mode a changé complètement. Toutes les villes étaient en train de tout à coup passer à l'autobus, passer à l'autoroute. C'était ça le modernisme, là. C'est une modernisation qui a vraiment été présentée comme ça. Puis le pire dans tout ça, c'est que cette conspiration-là, si on veut, ce cartel-là, a été condamné pour avoir monopolisé, dans leur cas, la vente et le service des autobus. Puis ils ont été condamnés à une amende. General Motors a payé 5 000 $ d'amende et son trésorier a payé 1 Ouch. dollar. Ce qui, en dollars d'aujourd'hui, n'est pas plus impressionnant. On parle de 50 000 $ pour la compagnie et 10 $ des peanuts. d'amende pour le trésorier. Donc évidemment, c'est pas le seul facteur, mais encore une fois, c'est une action de cartel, une tentative de prise de contrôle hostile parfois qui montre l'effet que les compagnies peuvent avoir sur même nos villes puis notre vie aujourd'hui. C'est incroyable. Et puis après tout, quand on parle de ces compagnies-là, ce ne sont que quelques individus au sommet des pyramides, peut-être quoi, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine Ouais. de personnes qui se sont entendues et qui ont changé la dynamique de transport pour des centaines de millions de personnes en Amérique du Nord. C'est quand même assez frappant. Mais quand ces quelques personnes-là sont des PDG d'entreprises, Ah ben là. c'est qu'ils ont un pouvoir d'action économique démesuré puis que personne d'autre peut prétendre mobiliser. Et ça date pas d'hier, ça fait 100 ans déjà, cette histoire-là. Effectivement, ça nous éclaire un peu plus sur pourquoi ils sont disparus de nos rues à Montréal, toute cette dynamique qui a été changée. Laurent Levesque, très éclairant, encore une fois. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir.